Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 19 septembre pour le deuxième épisode de la saison d'Overtime. Mon premier, ton premier également, Régis. Salutations. Exact. Salut Joe, salut à tous. Et également en compagnie de Stéphane Rochette. Salut Steph. Salut les boys. Messieurs, vous êtes bien remis de votre premier week-end de hockey? Bon, encore un petit peu les cernes sous les yeux. Oui, parce que toi, Régis, t'as eu les longs déplacements ce week-end. C'est ça, je me suis fait un petit tour de Suisse avec Lugano, avec Davos. Mais Le changement de température, raconte-nous quand même. bon, La dure réalité d'un commentaire MySports sur la route. Raconte-nous. le genre de choses qu'on n'ose pas dire quand on est en direct à l'antenne, parce qu'on veut pas passer pour des chuchotes. Mais grosso modo, Lugano, on arrive le vendredi, 31 degrés quand on se parque. Et puis quand on repart de la patinoire à Davos le samedi soir, il fait 0 et il y a de la neige sur la voiture. Et c'est pas drôle. Mais c'est la beauté de la Suisse. Hein? Pour un Canadien, moi, je trouve que c'est magnifique, ça. Bon, messieurs, tout d'abord, on va saluer dans le chat. Il y a déjà plusieurs commentaires. Il y a Quentin, il y a Sébastien, Vladi, Sylvie, Ludovic, Patrice qui nous saluent. D'ailleurs, Ludovic qui nous salue depuis la Bourgogne. J'espère qu'il passe un beau séjour en Bourgogne. Il y a du bon vin là-bas. Je suis allé cet été. Magnifique région. Merci de nous écouter. Évidemment, on vous invite à nous poser vos questions dans le chat. On va y répondre tout au long de l'émission. Et cet épisode sera disponible en rediffusion sur Facebook, YouTube et sur nos plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast et SoundCloud au cours de la journée. Messieurs, on ne tardera pas plus avant de parler de ce premier week-end. Et on va commencer avec une équipe qui a causé une surprise samedi. C'était notre match interactif, le HC Ajoie. Messieurs, une victoire, une défaite pour le HC Ajoie ce week-end. Une victoire de 4-2 sur Fribourg et une défaite de 1-0 contre Lugano vendredi. Ça a été un bon week-end dans l'ensemble. Seulement 3 buts concédés en 2 matchs pour le HC Ajoie. Messieurs, la question que je me pose après ce premier week-end, est-ce que le système défensif qu'on a vu dans les 2 premiers matchs d'Ajoie sera la clé cette saison pour eux? La clé. Écoutez, je pense que l'entraîneur Péchan, parce qu'il faut dire Péchan CH, il ne s'est pas caché. Il a travaillé sur la base depuis le début avec cette équipe-là. Il est revenu au B.A.B.A. Il a travailler la défensive de zone très, très compacte qu'on a vu samedi soir se déployer. Moi, que j'ai vu se déployer contre Fribourg samedi soir. Et puis, ils ne sont pas cachés. Les adversaires devront affronter cette défensive très, très passive et perméable et vont se casser les dents comme Fribourg s'est cassé les dents samedi. Et plusieurs vont se casser les dents contre cette défensive-là. Et je pense que c'est ce qu'on va avoir d'Ajoie tout au cours de cette saison. Je pense qu'on va se cantonner en défense. Si on prend les devants, scénario parfait, on peut se cantonner en défense. Là où ça risque de coincer pour Ajoie, c'est s'ils tirent dans l'arrière et ils doivent aller marquer des buts. Là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce qu'ils devront ouvrir le jeu à ce moment-là. Oui, on l'a vu à Lugano où il y avait 1-0 et plus le match avançait, plus les Luganais vivaient sur cet acquis. En tout cas, au dernier tiers, on a senti l'équipe de Max Hurley qui a pris moins de risques, qui attendait un peu plus les Jurassiens. Et là, on a senti que c'était quand même compliqué. Ce d'autant qu'il y avait une forme de respect par rapport à Koskinen. On en a beaucoup parlé de ce géant de 2 mètres qui prend beaucoup de place. Il l'était, je vous le confirme, hein. Même du haut de la tribune, et à Lugano, on est assez haut. On voyait quand même qu'il y avait la taille supérieure. Et moi, j'ai trouvé une offensive où on avait vraiment ce respect du gardien, des joueurs en position de tir, faisait la passe de trop, comme pour dire « Ouh là là, je ne suis pas idéalement placé pour tenter quelque chose ». Donc contre Lugano, on a vu que ça pouvait être compliqué quand Ajoie devait courir après le score. Après, moi je pense quand même que si on tire le bilan du week-end pour Ajoie, on se rend compte qu'il n'y a que 3 buts encaissés, qu'il y en a quand même 3 points au compteur, ce qui n'était pas a priori gagné. Je pense pas qu'il y avait beaucoup de monde qui aurait misé sur 3 points pour les Jurassiens à l'issue de ce premier week-end. Je pense aussi que Péchan, il fait avec l'effectif qu'il a. Hein. On sait que c'est pas le plus gros budget de la ligue. Il y en a qui ont des budgets 2, 3, peut-être même 4 fois supérieurs. Et j'ai trouvé que sur ce qu'il a à disposition, il a assez bien tiré le parti de son effectif défensif, aussi des colosses qu'il a dans sa défense, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont été assez impressionnants. Et
Et c'est là-dessus que j'aimerais mettre l'accent. Il a 2 gardiens sur qui il a pu compter sur ce premier week-end. Damiano Ciaccio a vraiment livré la marchandise à Lugano, un seul but encaissé. Il a quand même 35 arrêts. Et plus que dans les arrêts, c'est dans l'attitude aussi, parce que je l'ai trouvé, à l'image de ce qu'il a présenté parfois dans les matchs amicaux, très sûr, vraiment, un gardien bien en place, qui rassure. Et ben voilà, le lendemain, il est au repos, rentré à 3-4 heures du matin, il n'a pas été obligé de jouer parce que derrière, il y a Tim Wolf qui est là et qui a fait du Team Wolf. Et ben, je pense qu'Ajoie, sur ce premier week-end en tout cas, montre que on a peut-être douté de cette stratégie. Certains pensaient qu'un gardien étranger, c'était une solution. Bah, peut-être qu'avec 2 gardiens suisses qui sont capables d'aligner les performances, en les reposant, en jouant un peu là-dessus, bah, ça peut le faire et laisser un joueur étranger supplémentaire, parce que je pense qu'Ajoie n'a clairement pas le luxe de pouvoir se passer d'un joueur étranger sur la glace. Ben, ça va dans le sens de ce que Ludovic nous dit. Ajoie avec Ciaccio et Wolf ont un duo de gardiens performants. Il y a également Quentin qui nous disait Tim Wall, pour un petit jeu de mots avec le mur. Tim Wolf, sacrée performance du gardien samedi. Messieurs, je suis d'accord avec vous. Avec toi, Régis, je pense pas qu'on a besoin d'un gardien étranger quand on joue ce style de jeu. On expose moins de gardiens. On va avoir moins besoin du côté d'Ajoie, peut-être de performances exceptionnelles du gardien, parce qu'il y aura peut-être, avec ce système défensif, moins de chances de marquer à 1, là, les chances de marquer de l'enclave, on va fermer le centre. Et Wolf a eu une saison très intéressante l'année passée. Oui, les résultats, si on regarde aux victoires, défaites, la moyenne de buts alloués, c'était pas ça. Mais Wolf était loin d'être un mauvais gardien la saison dernière. On peut pas lui imputer plusieurs défaites d'Ajoie la saison dernière. Bien au contraire, il a été l'un des éléments les plus positifs de cette équipe. Et là, avec une défensive qui tient le fort devant, il est moins exposé, et c'est peut-être là où on va avoir un duo de gardiens plus performant qu'on le pensait du côté d'Ajoie. Je ne sais pas, Steph, ce que tu en penses. Écoutez, on va se garder une gêne, il y a 2 matchs. On va faire des théories après 2 matchs. Je me méfie toujours. Je pense que la saison sera pénible du côté d'Ajoie. Ça, je n'en démords pas. Maintenant, ils ont fait la même chose en début de saison l'année passée comme ça. Ils ont volé, entre guillemets, ou ils ont gagné quelques points à la maison de cette façon-là en étant assez dominés dans l'ensemble. Leur style de jeu veut qu'ils soient dominés. On se laisse facilement dominer territorialement dans la zone. On donne l'extérieur, etc. Donc, c'est le style de jeu qui veut ça. Mais ça ne va pas marcher tous les soirs, les garçons, parce que là, les rebonds ont été favorables. Je veux dire, quand Fribourg a essayé samedi, moi je parle du match de samedi, quand Fribourg a bombardé, le puck déviait sur une canne, sur une jambière, les rebonds n'étaient pas favorables, etc., etc. Donc ça ne va pas marcher tous les soirs, on s'entend. Et Connor Hughes a donné un très mauvais but, 1-0 d'Ajoie, le but de Le Duc. Il est clairement pour le gardien. Et ça a donné des ailes à Ajoie. Là, ils ont pris les devants dans le match, ça a mis de la pression sur Fribourg, etc. Et là, Ajoie s'est retrouvé dans une zone un petit peu plus confortable. Je dirais ça. Par contre, Fribourg n'a pas été bon sur les supériorités numériques, n'a pas réussi à enfiler l'aiguille en début de match, ce qui aurait pu faire basculer le truc. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé d'Ajoie, ce qui me dit qu'ils vont peut-être... Il y a plus d'équipes que l'année dernière qui va se casser les dents sur Ajoie, c'est que, comme tu l'as dit, Régis, ils ont une équipe beaucoup plus physique. Il y a des gros grands bonhommes, Leduc, Pilet en défense, Boson qui a un gros gabarit, Thierry qui a un gros gabarit. Et je pense que en jouant cette défensive de zone très serrée, on force les équipes à aller en périphérie, on force les équipes à mettre des pucks au filet pour des rebonds. Les équipes n'auront pas le choix à un moment donné de trouver des lignes, mettre des pucks au filet, puis ça va finir par rentrer. Mais les rebonds seront très difficiles à aller chercher, les déviations seront plus difficiles à faire parce que devant le but d'Ajoie, ça va jouer drôlement dur. Il va y avoir du Sherwood dans le dos, puis il va y avoir des... Non, mais c'est une équipe qui va jouer très physique. Moi, j'ai vu Desharnais dans ce match-là, parce que ce match studio, je l'ai co-commenté. J'ai vu Desharnais se retrouver les 4 fers en l'air au moins 5-6 fois devant le but. Le puck arrivait, on ne savait pas où était le puck, mais on voyait Desharnais voler d'un côté puis de l'autre. Là, je me suis dit, attends, là, il s'est passé quoi? C'est Thierry, c'est Pilet, il recevait un coup de Sherwood dans le dos. Tac. Voilà. Donc, c'était difficile pour les attaquants de Fribourg. Berchi s'est fait brasser, Sprunger s'est fait brasser, Motet s'est fait brasser. Donc là, aller à l'intérieur de cette boîte-là pour marquer sur des rebonds ou des déviations, ça va être compliqué. Et je pense que Peshan a regardé son équipe et s'est dit,
OK, je n'ai pas le choix de jouer comme ça parce qu'on est un petit peu plus faible que l'ensemble du championnat, mais avec le physique qu'on a, on va faire mal. Et je pense que ça va faire mal de jouer contre Ajoie, les garçons. Moi, je pense que c'était aussi une construction à la base de Julien Vauclair, qui a eu l'occasion pendant 2 mois et demi, 3 mois, de bien voir cette équipe, d'analyser aussi ce qui manquait la saison passée, où clairement on avait des gabarits de Swiss League. Je pense on a vu de la Swiss League, on a vu de la National League, on se rend compte qu'il y a des kilos, qu'il y a des centimètres de différence entre les deux ligues. Et il s'est dit, les gars, on n'a peut-être pas besoin... Parce que, quoi qu'il en soit, le talent, c'est extrêmement compliqué à aller le chercher. On a bien vu que pour Ajoie, aller chercher des joueurs confirmés, en pleine force, qui cherchent un bon contrat, Ajoie ne peut pas forcément les gratter. Ouais. Par contre, ces gabarits-là, peut-être qu'à coût moindre, j'arrive à les obtenir et au moins là, on arrive à compenser quelque chose qui nous a manqué dans ce rôle de néo-promu, de petit poussé qu'on avait l'année passée. Et puis, plusieurs fois, et personnellement, ça m'a vraiment gêné, l'image que j'ai encore à Zouk de ce fameux 11-0, c'est une équipe qui se faisait vraiment rentrer dedans, brasser constamment et qui était complètement larguée physiquement. Au moins là, il y a un élément sur lequel tu peux bâtir. Et après, ça repose aussi sur un coach qui est conscient et qui joue sur cette force. Ça va faire mal d'aller jouer à Ajoie. C'est ce que je comprends des premiers matchs. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On n'est pas une victime. On ne sera pas une victime toute la saison. Non. Si vous voulez venir gagner chez nous, il va falloir payer le prix. Et ça, c'est une bonne mentalité. Je m'en vais dans le chat, messieurs. Il y a Patrice qui dit quand les attentes sont peu élevées, c'est plus facile, oui, de les atteindre, mais ça peut motiver une équipe. Peut-être qu'Ajoie, avoir tous les experts, tous les journalistes, tous les fans de hockey, les placés derniers, peut-être qu'eux croient qu'ils sont peut-être capables de se battre dans cette ligue-là, non pas pour une place en play-off, mais du moins pour un respect dans cette ligue-là aussi, pour montrer... Tu vas éviter la relégation si tu finis... Cette année, il ne faut juste pas finir dans les 2 derniers. Ouais. Tu finis 11 et 12 pour Ajoie, c'est parfait. Ta saison se finit tout de suite, ouais. Moi, ce que je comprends aussi dans ce discours, c'est que je pense que les joueurs, même ceux qui se disent ne pas trop écouter les médias, ils ont bien entendu que dans le meilleur des cas, certains les voyaient 13e, mais souvent 14e, que 12e, c'était vraiment le grand objectif très lointain, qu'il faudrait beaucoup de facteurs pour y arriver. Mais les joueurs ne sont pas rentrés à Lugano avec la mentalité du petit qui allait dire « Bon, on vient, on va voir comment ça se passe ». Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une mentalité de dire « On est là pour se faire respecter, on veut montrer qu'on a notre place ». Ce que j'ai pas senti en début de saison passée, où on sentait une équipe... Dès le départ, on est petit, on vient sur la pointe des pieds, on veut rentrer tranquillement dans cette ligue. Et il n'y a pas tout à fait la même chose dans les têtes. Et ça, c'est aussi important. Et je pense que ça s'est vu sur ce premier week-end. Je reste dans le chat, messieurs. Valentin Pilet qui est rendu avec plusieurs fans à travers nos abonnés. Important défense, dit Ludovic. Bien vendu. Bien vendu samedi. Hein. Oui, très bien. Il dit, Ludovic, il va taper dans l'œil de plusieurs directeurs sportifs s'il joue aussi physique. Il amène par contre Ludovic comme point, encore une fois, Hughes a aidé Ajoie sur le premier but. Si Ajoie est mené au score, il faudra voir comment il s'en sort. Ça, c'est vrai que c'est un autre élément. Plus facile de jouer ce style de jeu quand on a l'avance, mais du moins quand on est capable de préserver une avance comme ça contre une équipe avec autant de punch offensif que Fribourg, c'est déjà un point positif. Oui, effectivement. Oui, Fribourg est une grosse cylindrée de ce championnat, en tout cas offensivement. Plusieurs ténors. On les a contrés. Ils n'ont pas été capables de marquer en supériorité numérique. À la fin, Fribourg a dominé, mais ils n'ont pas trouvé la faille. Mais pour revenir à Pilet, je veux juste mentionner que Valentin Pilet, c'est un style de jeu qui va lui convenir parfaitement parce que c'est pas un fin technicien, c'est pas un grand patineur, pas des mains en or. C'est un gars qui est brut. C'est un défenseur brut, sans énormément de finesse.
quand il joue de façon brute, pas comme une brute, mais de pas, façon voilà. brute, sans finesse, sans dentelle, parce que ce n'est pas son style de jeu, ben, ça lui convient bien. Il est très bon sans la rondelle, il peut contrer les adversaires devant la cage, etc., dans un rôle purement défensif, parce que c'est un défenseur à caractère purement défensif, Valentin Pilet. Ben, lui, c'est un style de jeu qui va lui correspondre énormément pour moi. Ah, puis là, il est complémentaire avec un Leduc qui, lui, porte le jeu plus offensif. Je pense que ça le rassure aussi de savoir qu'il a un défenseur qui reste à la maison, si j'ose dire. Stay home. Voilà. Et voilà, c'est intéressant. Et on a vu qu'Ajoie arrivait à proposer comme ça, quand même, deux lignes défensives qui tenaient plutôt bien la route. Un bon équilibre. Ouais. Et on parle du jeu physique, on parle du jeu défensif. Patrice mentionne également Frédéric Gauthier. Il a gagné plusieurs engagements. D'ailleurs, on s'en est parlé après le match de vendredi, Régis et moi. Il a été très bon sur les engagements. Ça fait partie aussi de pouvoir commencer les actions avec le contrôle de la rondelle. C'est important. C'est un gars physique, c'est un gros bonhomme, une bonne pièce d'homme, comme on dit au Québec, Frédéric Gauthier. Donc, tant mieux s'il peut bien se sentir dans ce système. Messieurs, pour terminer sur Ajoie, évidemment, ils seront à voir dès demain puisqu'ils affrontent Langnau. Donc, ça va être très intéressant de voir comment Ajoie va s'en sortir avec ce déplacement du côté de Langnau. Ça, c'est confrontation directe pour les dernières places au classement, parce qu'on part du principe qu'Ajoie va finir jouer dans le bas de classement. Ces matchs-là, c'est des confrontations directes contre des équipes qui seront probablement impliquées contre eux dans cette course à la non-relégation. C'est un match à 6 points demain soir, messieurs, à surveiller. Probablement, mais avec un petit peu moins de pression pour les deux équipes qui ont quand même déjà gagné ce week-end. Langnau a battu Zurich. Donc, si les deux étaient à 0, on dirait demain déjà, regardez ce match-là, malheureux vaincu. Là, je pense que tout le monde pourra survivre en cas de défaite. Déjà un match à 6 points, comme le souligne Patrice dans le chat. Messieurs, on va maintenant s'en aller au bout du lac Léman pour parler de Genève Servette. Genf, comme vient de le dire Steph, qui a terminé son week-end avec une victoire en prolongation au tir au but contre Davos vendredi et une défaite à Bienne de 2-0 samedi. Messieurs, on a beaucoup vanté avant le début de la saison l'effectif de Genève Servette sur papier. Régis, je me demande par contre, est-ce que c'est un moteur à diesel? Est-ce qu'il va être long à partir, ce Genève Servette-là? J'espère quand même pour eux que ce ne sera pas trop long parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'impatienter. Les attentes sont grandes et on a compris de plus en plus dans le discours qu'on assumait ce statut de gros outsider, pour ne pas dire favori numéro 3 du championnat. Donc il y a des attentes qui n'ont pas été comblées visiblement ce week-end. Moi je pense qu'il faut... On l'a dit avant, il n'y a que 2 matchs, c'est un week-end, il ne faut pas tirer de conclusion, mais on sent que cette équipe, elle n'est pas encore complètement en place, qu'il y en a encore des joueurs qui sont loin d'être en forme. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour avoir vu qu'Artikainen, il peut être un peu mieux, question poids de forme, question... voilà, non mais clairement... Ça, c'est que le truc que tout le monde a remarqué. Voilà. Quand les gens l'ont vu en entrevue après le match, ils se sont dit... Wow! Mais par contre... J'ai même entendu dans les coulisses quelqu'un dire hey, c'est Barry Bruss numéro 2, ça. Allez, mais lui un peu de temps quand même. Mais par contre, même en KHL, c'était... je sais pas, je le connais pas dans la vie personnelle, mais même dans la KHL, il avait un peu ce visage un peu rond. Oui, c'est sa physionomie. C'est sa physionomie. Il fait ça à la pesée officielle, là, comme un combat de boxe avant les matchs et tout. Il fait à la pesée officielle, c'est 106 kilos, messieurs. Il faut y aller quand même. C'est pas mal. Mais Régis, quand même, vendredi, tu nous disais tout à l'heure que contre Davos est arrivé un peu à la bourre. C'était pas des conditions non plus idéales pour commencer le match pour Davos. Alors les Davosiens, par la voix de Yann Alstone, m'ont clairement dit que ça a été compliqué sur la route, comme souvent pour aller à Genève le vendredi. Pour Davos, ils vont quand même pas partir à 8h du matin, mais ils sont partis tôt. Ils sont arrivés 1 heure avant le match, ils ont à peine eu le temps de sauter du car, s'équiper, embarquer sur la glace, donc pas trop près au début du match. Et Davos est ressorti avec 1 point dans l'idée qu'ils en avaient fait 3. Quasiment, pour eux, c'était un tout bon point pris à Genève. Et je crois qu'on se sentait bien que Genève a mené 2-0. Et puis après... un peu de suffisance, un peu... on sait ce dont on est capable. Et
pense que là, il y a un peu une attitude qui va devoir évoluer à ce niveau-là. Il y a aussi des joueurs peut-être qui doivent se trouver une place, hein, parce que je ne suis pas le premier à avoir trouvé un Pouliot un peu nerveux. Alors oui, ben voilà, Marc-Antoine Pouliot avec 6 étrangers, il aura un rôle un peu différent. Il va devoir probablement prendre de temps en temps un peu les restes qu'il aura à disposition. Et il y a aussi un peu de suffisance. Je crois que le penalty d'Omar a choqué pas mal de monde. Hein. C'est pas Stéphane qui va me dire le contraire. Donc, tu ne faut pas me lancer là-dessus. Attends, Steph. Moi, je vais te lancer là-dessus. Il nous a fait une marquerie, là. Non, mais attends, Steph. Moi, je vais te lancer là-dessus marquerie. parce que dans le chat, on a les fans de de Genève qui sont arrivés. Kevin nous dit je pense qu'il y aura des automatismes à retrouver. On voit qu'Artikainen et Omar se connaissent bien et qu'ils peuvent faire des dégâts. Mais par contre, Thibaut répond Omar et Artikainen, super spectacle, mais pas d'efficacité à mon point de vue. Est-ce que tu penses, Steph, que oui, il y aura du hockey spectacle des soirs avec Omar et Artikainen, mais par contre, on va peut-être trop jouer le spectacle et pas assez le championnat? Est-ce que c'est trop des artistes? Je pense pas. Ils vont être efficaces. Ils vont faire leur point, les garçons. Ils vont choper des matchs le samedi, ça n'a pas fonctionné. Ils vont faire. Omar fait la moitié de ses points sur le powerplay année après année, les gars. Donc, sur le powerplay, ils vont aller chercher. Les deux vont aller chercher aller entre 25 et 40 points sur le powerplay. Et puis, ils vont aller chercher à peu près la même chose à 5 contre 5 dans les matchs faciles. Ils vont choper des soirs à 2, 3, 4 points. Pas inquiet. La préparation, Artikainen a commencé sa préparation un petit peu plus tard. Il a eu l'autorisation d'arriver un peu plus tard. Donc, il y a peut-être un petit peu moins de. Il n'est peut-être physiquement pas au point, à mon avis. Voilà. Mais les deux, écoutez, non, les deux, oui, il y aura du spectacle, mais ils seront efficaces. Moi, je ne suis pas inquiet. Oui. Là, je veux dire, Omar, il va trouver sa façon de faire des points, des passes. Hein. De la ligne bleue au but d'attaque, c'est pas le meilleur dans la ligue. Il est dans le top 5. Là. Les gars, il a une vision. Voilà. Puis Artikainen, il va finir les jeux. Mais ce que vous avez vu de lui, c'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous allez avoir toute la saison. Il va jouer entre les dots, il va se promener dans le slot, là, puis il va faire des passes à une touche où il va mettre le puck au fond de la zone et puis au fond du but. Puis voilà, c'est ce qui va arriver. Mais Steph, on va quand même l'expliquer, ce fameux penalty. On n'a pas les images, mais Omar, qui pour son penalty, inverse ses mains sur sa canne pour devenir droitier et lancer de la droite. Steph, moi, quand tu m'as montré les images, parce que moi, je revenais du commentaire à Fribourg, je t'ai dit, mais il se passe dans un match des étoiles ou c'est une All-Star Game, puis je ne savais pas. C'est le genre de geste qu'en saison, tu peux pas vraiment te permettre. Oui, mais ça, c'est Linus Omar. C'est l'artiste. Désolé. C'est l'artiste. C'est ce on le connaît. Oui, mais c'est Linus Omar, mais je veux dire, c'est comme un gamin qui est perturbant dans une classe. C'est comme le seuil de tolérance du prof est plus grand avec lui parce qu'il est comme ça. Puis le gamin qui est tranquille, s'il fait une bêtise, il va être puni. C'est comme si, parce qu'il est comme ça, il faut tolérer. Moi, je suis désolé. Moi, je vais vous dire un truc. Omar, il y a 2-3 ans en arrière, je n'aurai pas de date et tout ça, mais on m'a raconté que Patrick Aymon ne l'a pas envoyé en séance de pénalty. Et puis, il s'est mis à râler sur le banc en disant « Ouais, à Genève Servette, pour aller tirer au pénalty, il faut gagner à la loterie ou quoi? » Alors, Patrick Aymon savait très bien qu'en l'envoyant, ça allait être une feinte YouTube. Puis lui, il voulait gagner le match. Il dit, moi, je n'ai pas besoin que Linus Omar tourne sur YouTube. J'ai besoin que Linus Omar me marque un but. Il dit, je ne sais jamais qu'est-ce qu'il va me faire. Et puis lui, M. Omar l'a mal pris, etc. Et là, moi, je suis Yann Cadieux. Quand je l'ai vu faire samedi, là, le match n'était pas gagné. C'était important. Il y avait 1 point en jeu. Il fait un truc incroyable, pas possible. C'est ridicule ce qu'il a fait. Il change ses mains, puis il rate sa feinte, il tombe. C'était raté complètement. Alors, lui, il préférait finalement que sa feinte soit faire un truc pour être sur YouTube plutôt que de marquer un but peut-être tout simple, mais qui compte pour son équipe. Alors, moi, ça, j'appelle ça être un peu selfish. C'est mon attitude à moi. Et puis moi, si je suis Yann Cadieux, être selfish, ça veut dire individualiste. Moi, si je suis Yann Cadieux, je ne le renvoie pas les prochaines fois. Je le rencontre, puis je dis, si tu me refais ça, tu ne me refais plus jamais ça, parce que tu ne vas plus jamais aller en pénalty. À Bienne, l'année passée, ou il y a 2 ans, il a fait la même chose. C'était moins pire un peu. Il a pris le puck au milieu de la glace, puis il a fait boum, boum, boum en partant. Puis là, il a pris son truc, puis il a raté. Au moins, il l'a fait entre la rouge et la bleue. Tu dis, OK, c'est bon, je vais passer à la télé. Super. Mais là, honnêtement, tu fais ça à l'entraînement, All-Star Game, tu fais ça pour rigoler, tu fais un concours, mais tu ne peux pas faire ça dans un match qui compte pour 1 point.
c'est juste pas professionnel, c'est individualiste pour moi. Alors moi je comprends tout à fait ce que tu dis Stéphane, que tu le prends dans le bureau, tu lui expliques que ça se fait pas et tout. Je suis pas convaincu quand même qu'au prochain tir de penalty il va quand même pas le faire, hein. Ça, je vous donne mon sentiment personnel. Moi la question que je me pose c'est l'influence que ça a sur le reste de l'équipe. Parce que aujourd'hui, on sait que Genève a une grosse formation avec 3, quasiment 4 lignes. Il y a des joueurs qui poussent derrière pour avoir du temps de jeu, pour avoir à se montrer, pour avoir juste l'occasion de montrer qu'ils méritent tout ce qu'ils bossent à l'entraînement. Et il ne faut pas que ça devienne, entre guillemets, ce qui pollue l'atmosphère, ce qui gâte l'état d'esprit. Parce que je lis bien une des questions du chat et je suis assez d'accord avec ça. Il n'y a pas que la ligne Omar, Tanner Richard et Artikainen. Il faudra quand même que derrière, les 3 autres, elles soient au niveau et Genève ne peut pas compter que sur ceux-là pour marquer des buts et en marquer 8 tous les soirs. On l'a vu à Genève. Ils ont 3 bonnes lignes. Là. Ils ont 3 bonnes lignes. Attends. Alors, moi, je suis pas inquiet pour Omar Artikainen. Là. Ils vont faire de la dentelle, mais ils vont marquer des buts. Et ça, moi, je suis pas inquiet. Là. Ça reste des joueurs excellents, extraordinaires. Messieurs, ça fait réagir dans le chat. Ludovic qui dit ce genre de penalty, ça envoie un message aux autres équipes qui est pas terrible. Cette suffisance sur le penalty n'est pas admissible, limite une faute professionnelle. Kevin Bouffard qui dit on est clairement d'accord avec Steph. Après, c'est toujours la même question. Tu préfères avoir Omar avec ses défauts ou ne pas l'avoir? Ça, c'est la grande question. Mais moi, la réponse, elle va venir du vestiaire, comme tu le dis, de Genève Servette. D'avoir des superstars, oui, c'est impressionnant sur le papier. Oui, on se dit cette équipe-là a tout pour se rendre jusqu'au bout. Par contre, si c'est quoi? Si le Jello prend pas le... Qu'est-ce qu'il prend pas? C'est quoi l'expression? La mayonnaise, ouais. Jello, c'est chez nous. Si la mayonnaise prend pas, c'est bien beau d'avoir beaucoup de vedettes, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une cohésion d'équipe, il faut qu'il y ait une cohésion dans le vestiaire. Et trop souvent, dans l'histoire du hockey, on a vu des grosses cylindrées, des équipes remplies de vedettes qui n'avaient pas cette cohésion-là, mais laissons-leur du temps. Linus Ullmark a connu une très bonne saison il y a 2 ans. A même été assez bon en play-off, je dirais. A fait son job, en tout cas. Mais il y avait un certain Eric Fair qui était là pour le remettre en place de temps en temps dans le vestiaire. De source sûre du vestiaire, je peux vous le dire. Il s'est fait remettre en place 2-3 fois par Eric Fair en disant là tu n'es pas plus gros que l'équipe ici, toi. Hein? S'il faut, on va te faire un maillot de top scorer pour l'entraînement. Comme ça, tu vas nous foutre la paix. Puis tout le monde sait que tu es top scorer. Donc, à un moment donné, le vestiaire, c'est comme une course d'école. Une cour d'école. Hein? Il y a l'ordre de la jungle un petit peu, puis il y a comme des forces en présence. Puis quand il y a un gars comme Omar qui, de temps en temps, dépasse un peu les bornes avec son côté individualiste, mais tu sais que tu as besoin de lui pour gagner parce que c'est un excellent joueur. Mais il y a un petit côté individualiste qui dérange. Et quand tu as un gars dans le vestiaire ou 2 gars dans le vestiaire qui disent « Hey, toi, là, c'est bon, là? Calme-toi un peu, là, la superstar. » Bravo, tu as fait un bon match, mais on gagne en équipe. Quand tu as quelqu'un pour recadrer comme ça facilite le job du coach. Parce que le coach ne peut pas toujours. C'est pas un jardin d'enfants. C'est pas des U15 qui s'énervent sur la glace. Là. À un moment donné, puis des petits commentaires à l'entraînement, puis des commentaires sur le coach. Voilà. Donc, Fair a fait un excellent job pour recadrer, en tout cas, pas pour recadrer, mais pour tenir Linus Ullmark dans un certain chemin. Stéphane, et sans trop s'écarter. Je me suis même laissé dire qu'il y a 2 saisons, une fois, Tömmernes lui-même, en suédois, avait recadré Linus Ullmark pendant un entraînement pour lui dire « Hé là, calme-toi, on n'est pas dans une cour d'école et ce sera peut-être à lui de jouer le rôle. » Et voilà, je ne vais pas entrer dans le détail de la relation Tömmernes-Ullmark, mais effectivement, ce que tu dis, c'est la pointe de l'iceberg. On va aller dans le chat, messieurs. Didier dit Omar doit prendre exemple sur Praplan et ça en rajoute Quentin. Le penalty de Praplan était simple et très efficace. Isa demande si Omar avait marqué son penalty, est-ce qu'il se passerait pour un génie? Il va en rater. Tout le monde dirait wow. Tout le monde dirait wow, mais en même temps, s'il essaie des feintes un peu spéciales de ce genre-là, ben, il va réussir 1 fois sur 5 peut-être. Donc, tu coûtes à ton équipe peut-être
4 points sur 5. Je sais pas, mais pour l'instant, du moins, il l'a raté et ça aurait pu coûter cher. Heureusement que Praplan a réussi son penalty. Messieurs, donc, pour terminer sur Genève, parce que là, on a passé plus de temps que prévu sur cette équipe et on va enchaîner, mais reste que c'est le premier week-end seulement de cette équipe qui pourrait vraiment se relever cette semaine. Et ça va commencer par le match de demain. C'est d'ailleurs notre match studio Zug-Genève. Ça avait été un fort match en préparation entre les deux formations. Ces deux équipes qui ont un historique évidemment en finale en 2021. Donc, ce sera intéressant de voir le niveau de jeu proposé par ces deux équipes lors de notre match studio de demain. Donc, c'est un rendez-vous. Hey, la finale avant l'heure, Joe? Au troisième match de la saison, je n'irai pas jusque-là. Le match de la peur à Langnau, puis la finale avant l'heure. Nous, on fait pas à deux. Après 2 matchs, on vous dit comment ça va se passer. Voilà. C'est ta boule de cristal, Steph. On s'en reparlera dans quelques mois. On va maintenant prendre la direction de Bienne. Le HC Bienne qui a réussi encore une fois un week-end parfait pour débuter la saison. Il faut se rappeler que l'an passé, c'était 8 victoires, aucune défaite pour Bienne en commençant. 2 victoires, aucune défaite cette saison. Bon, évidemment, on n'est pas encore sur la même série de victoires, mais c'est très encourageant pour Bienne. Après, Régis, une préparation compliquée, signe qu'on ne doit pas se fier aux résultats des préparations. Non, mais il faut qu'on arrête de regarder les résultats des matchs de préparation et puis qu'on oublie tout ça. On se demande à quoi ça sert d'ailleurs ces matchs de préparation quand on voit ça. On devrait simplement pas compter les buts. Bah oui. Je suis un peu comme tout le monde. Après la préparation, je me suis posé plein de questions. J'ai aussi lu les propos de Steinegger dans le journal du Jura qui parlait de suffisance et tout. Bah, peut-être que simplement, les gars, ils savaient où ils allaient. Ils sentaient qu'ils n'avaient pas besoin d'en faire beaucoup plus en préparation et qu'ils seraient prêts pour le jour J. Et il faut l'admettre. Moi, allez, je vais quand même être honnête, j'ai pas vu le match à Lausanne, j'ai pas vu le match contre Genève, donc je vais pas dire ils ont présenté un spectacle extraordinaire et je ne pourrais pas le juger. Mais ce que je constate, c'est que quand il a fallu jouer à Lausanne, ils étaient prêts. Quand il a fallu affronter Genève, ils étaient là. Ils n'ont encaissé que 2 buts en 120 minutes. On se posait pas mal de questions sur des leaders et tout. Gaëtan Haas a déjà débloqué son compteur but. Ça va lui faire un bien fou. Que visiblement, tout le monde est à peu près au niveau, même quand il n'y a pas Yakovenko lors du match de samedi, qu'on joue avec un étranger de moins, donc avec seulement 4, puisque c'est Seteri qui est devant le filet. Ça fonctionne quand même, la défensive est en place. Je trouve que cette équipe, elle répond présent quand on l'attend, avec quand même un petit élément qu'on a peut-être un peu sous-estimé, c'est qu'il manquait beaucoup de monde en préparation. Et ce week-end, ils étaient pratiquement tous là. Hein. Ils ont tous pu jouer, ceux qui ont été blessés, à part Van Pottelberg évidemment. Mais donc, il y avait de nouveau le retour de Bienne, le vrai Bienne, pas celui qui est à 3 lignes, mais le vrai Bienne. Je pense que ça a fait un petit peu de bien, mais voilà, le championnat commence et l'équipe de Tormenon, elle est là. Mais Steph, je ne sais pas si on peut faire un parallèle, mais on regarde la saison dernière, les équipes qui ont le mieux performé sont souvent les équipes qui ont eu le moins de changements durant l'été. C'est la constance du groupe de garder le même noyau. Et ça a été le cas pour Fribourg la saison dernière, pour Zug. Ouais. Et si on regarde Bienne, très peu d'arrivées, très peu de départs. On a quand même gardé le même noyau. Est-ce que tu penses que justement, les matchs de préparation servent vraiment à la préparation, mais on sait très bien où est-ce qu'on s'en va quand la saison commence? Moi, je pense que oui, il y a un peu de ça certainement, la continuité dans l'effectif qui est pour quelque chose. Mais moi, je pense que Tormeinen n'était pas plus rassuré que nous, que vous et que tout le monde à la veille du premier match de championnat. T'as beau dire c'est que des matchs amicaux, mais quand tu n'avais pas tout ton monde, il y a plein de bonnes raisons pour dire ça n'a pas bien marché. Sauf que tu te dis, là, j'espère que ça tourne parce que je pense qu'il a été rassuré. Moi, j'ai analysé le match de vendredi parce que c'est notre match studio. J'ai beaucoup aimé l'organisation de Bienne. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Bienne. C'est une équipe qui est structurée avec des protocoles, des guidelines bien précis. Un gardien qui a fait les bons arrêts. Une équipe qui joue avec la sérénité. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de cette équipe-là vendredi, donc qui était visiblement, malgré les résultats des matchs amicaux, très bien préparés. J'ai moins vu le match de samedi. Je pense que samedi, ils ont eu un petit peu de réussite. Ils ont que 20 shoots, ils ont 2 buts en powerplay. Ils ont shooté que 20 fois face à Genève-Servette. Genève a peiné un peu en supériorité numérique. Mais
j'ai bien aimé ce que j'ai vu de ce Bienne-là. Moi, ce que j'aime de cette Bienne-là, c'est que c'est une équipe qui semble assez spontanée, bien coachée visiblement, assez spontanée. Et j'aime beaucoup parce que c'est une équipe qui a du talent. C'est une équipe qui, tu as des joueurs qui. Vous avez vu la passe le but gagnant contre Lausanne. la Lausanne, quand Tobias Stéphane fait sa sortie hasardeuse, et ce n'est que le nom. Il est offert est sur un patin, et puis il aurait pu shooter au but, il fait la passe de l'autre côté à Olofsson qui a la cage ouverte. Je veux dire, offert à ce petit talent-là que j'aime bien. Olofsson est talentueux. Damien Brunner est un génie, un sens du jeu. Kunti a un sens du jeu extraordinaire. Gaëtan Haas a un bon sens du jeu. Tu as Love en défense. Tu as Yakovenko qui joue que sur son sens du jeu parce que le reste de sa game, c'est correct sans plus, mais il a une vision, il glisse bien sur la ligne bleue. Et j'aime beaucoup ce bien-là qui a ce petit truc, ce petit sens du jeu qui fait que c'est pas une équipe qui est brute, c'est une équipe qui joue. Tantôt, je disais Valentin Filet, c'est brut de chez brut, là, Valentin Pilet. Et là, je trouve que Bien, il joue beaucoup sur son talent, des rayas, etc. Ils ont un petit éclair de génie qui fait que, un peu comme Fribourg, c'est une équipe pour moi assez talentueuse. Tout à coup, tu dis même un soir dominé où ça va moins bien, ben, ils vont réussir à marquer le petit but qui va faire la différence. Le petit truc qui est choquant un peu pour les autres équipes, parce qu'il me semble qu'on a bien joué, on aurait mérité mieux. Hop, ils s'en sont sortis. Et j'aime ça de Bien, j'aime cet éclair de génie. Freestyle un peu. Hein. On aime assez ce style parce que elle est un peu imprévisible des fois, mais en même temps, il se passe quelque chose à Bienne. On s'ennuie pas. Il y a quelque chose. Hein. C'est pas une équipe. Ouais, bon, voilà, elle fait son devoir. Elle fait. Non! On ne sait pas ce qui va nous attendre. Tout d'un coup, ça peut être 2-0, mais ça peut être 8-7. On l'a vu l'année passée avec Berne. Et c'est aussi la magie du HC Bienne, je trouve, d'avoir ces joueurs-là. Et dans le chat, les gens sont surpris. Il y a Arnaud qui dit très surpris du HC Bienne. Fabrice, respect toujours prêt au bon moment, le HC Bienne. Kevin qui revient avec Haz qui sera sous la loupe cette année, mais qui pour l'instant a réussi sa rentrée après 2 matchs. Donc ça, c'est du positif parce qu'évidemment, un joueur, quand il l'attend avant de mettre ce premier but, surtout en sachant la pression qu'il a, va serrer un peu plus la canne, va se poser plus de questions, alors que le hockey, c'est souvent l'instinct qui est la clé. Et Thierry qui nous dit « Bien fait du bien ». Ils peuvent en gagner 10 de suite et en perdre 10 de suite. C'est vrai que ça va être la clé, ça va être la constance aussi dans cette saison du HC Bienne pour éviter de se faire peur comme l'an passé et risquer de manquer le top 6. Oui, effectivement. Moi, je pense qu'ils vont être. Moi, je les vois dans le ventre mou de toute façon. Est-ce qu'ils vont accrocher une place dans le top 6? Peut-être. Ou sinon, play-off. Mais ils vont être là autour avec des bons, des mauvais passages. Mais c'est une équipe qui a un petit côté imprévisible. Et puis, bon, le gardien fait le job. Hein. Dans le match amical, on avait des doutes. Là. Mais le gars, il a accordé 2 buts en 2 matchs. Pas si mal. Moi, je pense qu'il sait ce qu'il vaut, c'est Terry. Quand c'est un match amical, peut-être que dans la tête, ça reste pour lui un match de préparation et il doit peut-être pas tout montrer, l'étendue de son talent en vue d'affronter les vrais adversaires qu'ils ne connaîtront pas. Et quand c'est le jour J, ben, je pense qu'il sait se préparer. C'est quand même un gardien qui a joué sur le plan international, qui a des titres. Donc, ouais. On n'a pas pris un gars qui débarque et il a répondu présent, comme tu dis. Après, voilà, Bienne n'a pas vraiment amélioré son contingent par rapport à la saison passée. Est-ce que quand tout le monde sera au-delà de cette première période qui est aussi un peu de rodage dans pas mal d'équipes, quand ça carburera vraiment, est-ce que Bienne a encore de la marge pour progresser, pour vraiment faire partie du top 5, top 6 ? Là, j'ai une petite réserve sur ce côté-là. Alors peut-être que quand je vois un Genève où si la mayonnaise, elle prend, comme on dit, et que tout le monde tire à la même corde, je suis persuadé qu'il y a le potentiel pour être au-dessus du niveau du HC Bienne. Pour revenir sur le gardien, il y a Ludovic qui dit difficile de dire ce que sera le HC Bienne car on ne connaît pas son gardien étranger. C'est vrai que oui, on le connaît par statistique, on sait ce qu'il vaut comme gardien, mais ce qu'il réussira à accomplir, c'est un gros point d'interrogation, alors que Joran van Pottelberg, on sait ce qu'on a comme gardien, et ce sera évidemment l'une des clés du côté du HC Bienne, justement, d'avoir un gardien dominant. Et bon, on a Olofsson là, qui est revenu dans le chat.
Stéphane, bon, évidemment, tu n'as pas vu le match de samedi en live, mais vendredi, vous l'aviez dans le studio. Comment tu as trouvé le match d'Olofsson à Bienne? Correct. C'est un joueur, pour moi, Olofsson est un joueur purement offensif. Ce que j'ai entendu de lui, de l'interne, hein, c'est que c'est un gars qui défensivement est, je dirais pas s'en fout, mais ça l'intéresse beaucoup moins que dans l'autre sens. Un joueur purement offensif. Alors, s'il te marque des buts de façon régulière, s'il t'en marque 20 et il te fait une quarantaine de points, Olofsson, ben c'est ce que tu attends. Par contre, en étant purement offensif, s'il ne produit pas à la hauteur de ce qu'on attend, ben, ça sera décevant. Donc, lui, il faut qu'il te produise offensivement. Sinon, défensivement, ce n'est pas le gars qui va t'apporter grand-chose dans sa zone de défense. C'est pas tout à fait ça. Pour terminer sur le HCBN, il y a Fabien qui nous dit que le HCB a une haute moyenne d'âge. Donc, on va voir sur la longueur de la saison s'ils réussissent à tenir le coup. Messieurs, on va parler maintenant de l'équipe qui a probablement fait le plus réagir ce week-end. Nous, on l'a vécu dans notre match interactif. C'est Fribourg-Gotteron. Fribourg-Gotteron qui a perdu ses 2 premiers matchs de la saison. J'étais du côté de Fribourg, de la BCF Arena, pour le premier affrontement contre Ambry, que je qualifierais de vol signé Benjamin Cons, on va être honnête. Ils ont perdu le lendemain du côté d'Ajoie. Mais Régis, je pense qu'on peut dire que les résultats ne font pas foi de tout du côté de Fribourg-Gotteron. On s'est enflammé beaucoup sur les réseaux sociaux. On était prêt à virer tout le monde samedi soir. Mais faut relativiser un peu les choses. Ouais, non, mais c'est un premier week-end. On a eu quand même des éléments qui nous ont prouvé que cette équipe était quand même capable de très bonnes choses. On a vu les matchs de Ligue des Champions, on a vu 4 matchs, et je pense que sur ces 4 matchs, ils n'ont quand même pas réussi 2 blanchissages par hasard. Je pense qu'ils ont battu 2 fois une équipe finlandaise qui n'était pas venue pour faire du tourisme quand elle s'est déplacée à Fribourg. Donc je pense qu'il y a des éléments sur lesquels bâtir. Maintenant, est-ce que dans la tête, les Fribourgeois n'ont pas préparé plus le 1er septembre que le 16 septembre. Donc, ils n'ont pas préparé plus pour être au top pour la Ligue des Champions, alors que les autres équipes, elles se sont préparées pour être au top le week-end passé. Moi, je me demande si là, il n'y a pas eu... Normalement, c'est un avantage d'avoir le rythme de Ligue des Champions, et je suis le premier à le reconnaître, ça ne peut pas être un inconvénient. Mais à Fribourg, on a voulu, Christian Dubé, on l'a senti, il tenait à ce que cette Ligue des Champions se soit pris une compétition très au sérieux. Alors, c'est magnifique. Nous, on est très heureux parce qu'on diffuse les matchs et on a vu du spectacle. Mais est-ce que quelque part, quand même, on ne s'est pas un petit peu reposé sur ses succès face aux Finlandais et face à cette équipe norvégienne? Et puis, après, il y avait un Ambry bosseur avec un gros gardien. Ajoie a présenté un peu le même profil. Hein, et il manquait ce petit plus sur ce week-end. Voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas paniquer. C'est vrai que demain, il y a Rapperswil et forcément, on attend les Fribourgeois un peu au contour là et on leur pardonnerait peut-être encore plus difficilement un 3e échec. Mais je pense qu'il n'y a pas tout à jeter quand même. Il y a aussi l'absence de Sørensen, hein, dont on parle de temps en temps. Mais je pense qu'il avait son importance dans le contingent. Il n'est pas là. C'est un homme précieux qui manque. Et donc, allez. Gardons les pieds sur terre. Stéphane, qu'est-ce que t'en dis? Respirons par le nez un peu. Non, mais écoutez, quand Christian Dubé, là, dimanche matin, vous êtes levé, allez chercher le petit déjeuner, la tresse du dimanche et tout. Tu dis, bon, avec un peu de recul, chouchou, par à ta femme, tu dis là, franchement, vendredi. Tu connais bien l'intérieur des ménages, hein, quand même. non, mais moi, Steph, tu m'as donné faim avec la tresse, là. J'ai pas dîné. Essaye de pas trop parler de tresse, là. Non, mais en général, les joueurs ont congé le dimanche en Suisse. Dimanche et mercredi, c'est les journées de congé ou à peu près. Des fois, il y a de la force le mercredi, mais le dimanche, en général, on fout la paix aux joueurs. Puis là, comme entraîneur, tu as les émotions le samedi soir, puis là, ce dimanche matin, tu prends du recul. Tu dis, bon, vendredi, on a eu nos chances de marquer, on a dominé, on a fait face à un Benjamin Cons qui a dansé sur la tête, qui a tout arrêté. Avec un peu de chance, avec un réalisme normal, on gagne ce match-là, on fait 3 points. Samedi, mon gardien prend un mauvais but. La joie à domicile, premier match à domicile, c'est toujours difficile d'aller gagner
à l'extérieur, lorsque l'équipe en face est à la maison, il y a des émotions. Ajoie avait perdu la veille, mon gardien prend le mauvais but. Voilà, on a eu des chances, on a 52 tirs au but. Oui, il faudra peut-être revoir la copie pour faire face à Ajoie le prochain match, mais écoutez, tu dis, attends, il n'y a pas péril dans la demeure. Tu ne fais pas une fixette le lundi matin à l'entraînement, tu ne fais pas un entraînement punitif, tu ne donnes pas de la merde à tes gars à l'entraînement lundi matin, et puis tu ne fais pas une fixette là-dessus. Tu passes à un autre appel, tu dis, bon, le match important, c'est le prochain. Donc, tu dis, dans un week-end normal, dans une configuration normale avec une réussite normale, on s'en sort avec peut-être 4-5 points ce week-end. Donner crédit quand même à la joie. Peut-être que, voilà. Donc, tu dis, garde, OK, on passe à un autre appel et puis c'est tout. Il ne faut pas commencer à virer un, virer l'autre, appeler tous les agents dimanche pour trouver un étranger pour le mardi soir, etc. Il faut se calmer les nerfs un peu. Là. Après, on peut discuter du choix de Connor Hughes. Est-ce que c'était bien de mettre Connor Hughes devant la cage samedi? C'est Berra, ça envoie un autre signal aux joueurs, j'en sais rien. Moi, je pense que c'était prévu comme ça. Je pense qu'on fait des plans mensuels sur quelques semaines en disant ce match-là est pour Hughes, ce match-là est pour Berra. Il faut que Hughes joue des matchs. Puis il a été bon en Ligue des Champions. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le mettre dans la cage et de lui faire confiance. Je pense qu'on est, malgré la défaite de vendredi, on est resté sur le plan probablement initialement prévu du week-end ou de la semaine. Messieurs, ça réagit beaucoup dans le chat. Pour revenir au choix de Connor Hughes, reste que son dernier match de Champions League était très bon. Donc, et avec toutes les blessures qu'on entend, là, et pas juste en National League, mais même en Amérique du Nord, il y a combien de gardiens qui, en vieillissant, ont des problèmes de genoux, des problèmes de hanches? Reto Berra est en santé. Reposons-le un peu plus. Moi, je suis d'avis que c'est pas une mauvaise chose que Connor Hughes ait un peu plus de responsabilité dans cette saison-là. Si on juge qu'il n'a pas le niveau et qu'on veut aller chercher un deuxième gardien étranger, qu'on le fasse un peu plus tard dans la saison. Mais il faut que Connor Hughes ait plus de responsabilité pour en enlever un peu à Reto Berra. Régis, tu parlais de la Champions League. Fabien nous dit peut-être un contre-coup post-préparation. Ça peut arriver si on compare les résultats d'Zurich. C'est vrai que c'est alors, bon, deux équipes qui ont perdu leur premier match, qui ont connu quand même du succès en Champions League. Je vais être un tout petit peu méchant, mais avec Zurich, le cas est différent. Parce que, selon moi, Zurich a affronté deux équipes de Swiss League pour se préparer avant ce match, avant ce championnat. Ils ont eu les Polonais, ils ont eu les Hongrois 2 fois. Bon, ils ont vu qu'ils n'avaient pas besoin de trop forcer, on les bat. Et ils sont arrivés à Langnau qui avait fait une préparation calamiteuse, pour ne pas dire un mot qui commence par M. Mais ils avaient gagné un match contre Langenthal, sinon ils avaient tout perdu. Ils sont tombés dans le traquenard. Et Zurich, on le sait, jouera que à l'extérieur. Ils sont allés à Rapperswil, qui est une équipe quand même bien organisée. C'est une bonne équipe, Rapperswil. Il faut arrêter de dire que c'est Rapperswil. Non, c'est une bonne équipe, je crois. Donc voilà, ouais, pour moi, c'est un peu différent pour Zurich par rapport à Fribourg. En tout cas, je l'analyse comme ça. Ce donc temps qu'on sait qu'à Zurich, il y a une petite tendance à l'autosuffisance. Hein. Selon Dr Cerf, c'est plus grave. Non, pas du tout. Le diagnostic est plus inquiétant. Non, pas du tout. Il n'y a rien d'inquiétant après 2 matchs. Jamais je dirais le contraire. Aujourd'hui comme dans 5 ans. Il y a Fabrice. Il y a Fabrice qui nous demande ce qu'on pense de la ligne de centre de Fribourg-Gotteron. Il dit que selon lui, un manque de talent à part Desharnais, les autres centres sont beaucoup plus défensifs. Moi, Steph, avant de te lancer, Desharnais, très offensif, bonne vision du jeu, on connaît ce qu'il est capable d'amener. Sandro Schmid, on se plaint que les jeunes n'ont pas de place en National League. Sandro Schmid est un jeune qui est en développement encore. Très bonne saison la saison dernière. Prend des responsabilités. Moi, j'adore le fait qu'il ait un trio à lui, qu'il ait son poste. Jacob Delarose, il ne faut pas se surprendre, c'est un centre défensif. C'est un gros bonhomme. Il prend de la place, il a un bon coup de patin, il est rapide. Est-ce que ce sera lui qui va faire 50 points par saison? Je ne crois pas. C'est un centre plus responsable défensivement, bon sur les engagements, bon en piqué. Il est capable quand même de prendre un rôle sur le power play à l'occasion. Et finalement, Samuel Valzer comme 4e centre. Steph, je trouve ça dur de dire qu'il y a un manque de talent sur ce... Peut-être de punch offensif, oui, mais avec les ailiers qu'on a, on peut se permettre d'avoir des centres responsables. Ouais, je vais tourner un peu positivement en disant qu'on a des centres, on a plusieurs centres two-way. Dire comme ça, Valzer plus défensif, Delarose. Mais c'est pas une question stupide. Hein? C'est pas une remarque stupide. C'est qu'on n'a pas
de centre out of the box. On n'a pas d'artiste au centre, là. Bernet est quand même responsable défensivement. Oui, offensif, on le sait. Mais c'est pas un gars qui a fait 65 points l'année passée. Il a fait 39 points. Il est très responsable défensivement, a obtenu beaucoup de points sur le power play. Et c'est vrai que Schmidt a été bon en Champions League, un petit peu en dessous, je trouve, samedi, on ne l'a pas trop vu. Ça reste quand même, c'est pas un grand talent offensif non plus. Je me pose la question sur sa présence sur le power play de temps en temps, parce que il n'y a pas cette dégaine offensive, à mon avis. Le samedi, il a eu 2 tirs à bout portant. Il est arrivé directement dans le chest du gardien, dans la poitrine du gardien. Delarose, effectivement. Écoute, ce qu'il a dit, c'est pas dénué de tout fondement, on va dire comme ça. Il y a un peu de ça. Il y a de la profondeur au centre, mais peut-être pas assez de génie. De talent offensif, de chimie offensive. Oui, effectivement, c'est pas saut comme remarque. Tu parlais, attends, j'étais en train de lire des commentaires là. On parlait beaucoup du physique de Fribourg. On en a parlé de la façon dont Ajoie a joué pour la victoire contre Fribourg. C'était ressorti dans le chat un peu plus tôt que Fribourg était peut-être pas assez physique. Et c'est revenu également Gaétan qui demande contre Ajoie, on s'est fait brasser devant le goal. Faudra aussi voir la tolérance des arbitres, mais c'est bien clair qu'il faudra leur rentrer dedans pour réussir, en parlant de Fribourg, là, pour réussir à les battre. Je pense que si on joue le jeu physique, c'est à l'avantage de l'autre équipe. Et ça, peut-être qu'on va se préparer, parce qu'il y a aussi la question, est-ce que Rapperswil doit se préparer pour jouer un style de jeu qui ressemble un peu à celui qu'a joué Ajoie si ça a du succès contre Fribourg. En même temps, tu dénatures pas une équipe, mais tu t'ajustes. Non. Rapperswil, ils aiment la possession. Ouais. Je crois que Ils ne changeront pas ça. Je vois pas Edlund regarder Ajoie dans son bureau hier soir et dire ah ben tiens ce soir aujourd'hui à l'entraînement on va faire comme ça. Ça je ne peux pas l'imaginer. Ça alors, pour moi c'est inconcevable parce que c'était aussi ce qu'on leur reprochait parfois en Ligue des Champions, c'est de toujours vouloir prendre le puck, aller avec le puck et pas toujours être très efficace à ce niveau-là. Mais je crois que Rapi, c'est le style de la maison Edlund. Maintenant, sur l'aspect jeu physique, moi, je dirais Fribourg. Il ne me semble pas qu'ils ont eu tant de problèmes que ça la saison dernière. Au contraire, on a trouvé qu'ils avaient progressé. On a vu un Dave Souter qui incarnait bien cette équipe, qui n'avait pas peur du jeu physique comme ça. Moi, je relève quand même une chose, c'est que si Fribourg avait profité de ses supériorités numériques en début de match contre Ajoie, en marquant 1 voire 2 fois, ce qui aurait répondu à une certaine logique, je pense qu'on parlerait très différemment de Gauthieron et il n'y aurait pas cette sonnette d'alarme, quoi. C'est pour ça que je pense que Dubé... C'est peut-être là le souci. Je pense que Dubé va pas remuer si elle est terre ce matin. Il va pas reprendre le système de jeu à la base. Hein. Je pense qu'on va passer à autre chose. Et puis, voilà, tu regardes ça ce week-end. Comme coach, tu regardes tes chances de marquer de ton équipe par rapport à l'autre équipe. Tu analyses le match, tu décortiques, tu regardes les chiffres. Tu dis, bon, ce que j'ai vu, ça correspond aux chiffres. On s'est fait plus ou moins... on s'est fait voler vendredi, puis on a manqué de réussite samedi. Et puis voilà. Fin de l'histoire. Mais évidemment, Fribourg, ça serait bien qu'il y ait... Là, je pense qu'il y a un petit peu plus de pression cette semaine. Tu joues à la maison contre Rapi demain. Rapi va bien. C'est une équipe, comme Régis nous l'a dit avec brio, c'est une très bonne équipe. Il faut arrêter de penser qu'ils ne sont pas bons parce que c'est Rapi. L'étiquette de Rapi, il faut l'enlever. Et ça va être... Là, tu es à la maison. Et Fribourg, vous savez, Fribourg, c'est un super public. Il y a du fanatisme incroyable autour de cette équipe. C'est comme les Canadiens de Montréal. Tu en gagnes un, tu es champion du monde, tu en perds un, il faut changer, il faut faire quelque chose, ça ne va pas, le coach, machin, et les étrangers. Et là, mardi, à la maison, si tout à coup ça tourne moins bien et tout à coup ils perdent contre Rapi, là, les joueurs vont commencer à sentir la pression de ce temps merveilleux public. Parce que c'est un public qui marche à l'émotion. Et puis, à Fribourg, moi, je le sentais à l'époque comme arbitre. Les matchs les plus faciles à arbitrer à Fribourg à l'époque, c'était quand Fribourg allait mal. Parce que les gens étaient très fâchés contre leur équipe. C'était l'appel arbitre. Quand Fribourg va bien, et là, tu mets l'arbitre, là, il tombe dessus. Donc, c'est un public émotionnel. Et c'est ça qui est beau, parce que c'est ça qu'on veut, aller chercher des émotions. Et Fribourg, c'est un marché de hockey émotionnel. Dans la victoire, comme dans la défaite. Et samedi,
Tout le monde était down complètement. Heureusement qu'il n'y avait pas férié dans le canton de Fribourg aujourd'hui parce qu'ils auraient ruminé ça pendant 2 jours. Il y a quand même il y a quand même des gens qui vont rester positifs. Kevin qui nous dit pas bon début de saison pour Fribourg, mais je ne les enterrerai pas trop vite. Sébastien, l'année passée, ils ont mal commencé. On se souvient, il y avait eu 4 défaites de suite et ensuite, on a vu le reste de la saison. Moi, pour avoir été au match vendredi à l'ouverture locale, honnêtement, le premier tiers, c'était bien disputé. Deuxième et troisième période, Fribourg a contrôlé le match. Quand on met la deuxième vitesse, tu vois quand même qu'il y a de la profondeur de banc, qu'il y a 4 trios qui roulent bien. Le quatrième bloc, là, quand c'est York, Valzer et Rossi ensemble, ils jouaient déjà ensemble la saison dernière. C'est un 4e trio de luxe. Là. Ça va très... Il y a de la profondeur. Il faut rester calme cette saison. Et Ludovic qui nous demande, Dido, est-ce qu'il n'a pas été compensé? Chris Di Domenico, attendez Marcus Sorensen. C'est ça. Attendez-le. Parce que c'est un ailier, c'est un gars qui est capable de faire des points. Attendons de voir ce qu'il est capable de nous donner avant de dire que Dido n'a pas été compensé. Je pense que où on peut dire aujourd'hui que Di Domenico a manqué, c'est sur les supériorités numériques. Sa grinta, tout ce qu'il amène dans l'émotion, sans parler du joueur qu'il est techniquement, est capable de tout, j'ai envie de dire, du meilleur souvent, presque tout le temps d'ailleurs. Je pense que là, on peut dire qu'il manque pour l'instant. Mais est-ce que personne n'est capable de faire son job? Comme tu dis, il y a Sorensen. Attendons voir. On ne faut pas tout mettre à la poubelle ce qui s'est passé ce week-end. Fribourg n'a pas été archi mauvais, loin de là. Et on va terminer avec le commentaire de Ludovic. Si Fribourg fait des points contre Rapi et Lausanne, on oubliera cette conversation. Et la semaine prochaine, on parlera complètement d'autre chose. Champion du monde la semaine prochaine, les gars. Voilà. Messieurs, il nous reste une équipe à discuter et c'est Lausanne. Le LHC qui a remporté son premier match de la saison du côté de Davos. Un beau retour parce que ça avait mal commencé. Un but rapide dès la première minute. 2-0 après 20 minutes de jeu. Mais on a réussi à revenir dans ce match et à l'emporter au tir au but. Mais Régis, est-ce que tu penses que Lausanne est trop tiré par ses étrangers? Est-ce que les étrangers sont la locomotive et est-ce que c'est un problème pour Lausanne? Alors en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est une équipe qui repose essentiellement sur ses étrangers, qui m'inquiète un poil dans la mesure où je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs suisses que j'ai trouvés en deçà ou en dedans ou tout ce qu'on veut. En tout cas, moi, j'ai énuméré un petit peu les rares Suisses qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil sur ce match à Davos, où j'ai vu un Jäger qui a confirmé le bien qu'il a montré la saison dernière et pleinement justifié. C'est pas parce qu'il a prolongé de 3 saisons il y a juste une semaine qu'il s'est arrêté et reposé sur ses lauriers. Donc lui, c'était pas mal. J'ai vu un Ria qui a pointé le bout de son nez quand même et qui a montré qu'il était présent et je pense qu'on pourra compter sur lui. Mais derrière, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de joueurs qui traînaient un peu leur spleen et ça m'inquiéterait un poil. Quand même, il faut contrebalancer ça parce que s'ils ont gagné à Davos, ils ont fait comment, vous me direz? Ben oui, c'est qu'il y avait des vrais étrangers qui ont été les locomotives, qui ont répondu peut-être un peu à certaines critiques qu'on avait pu émettre ou en pensant que est-ce qu'il y avait le niveau supérieur au niveau des étrangers quand on compare à d'autres formations, notamment à l'autre bout du lac ou comme ça. Ben, moi, j'ai trouvé qu'un Kovac avait été excellent. J'ai trouvé que Salomeki, c'est un travailleur de l'ombre qui n'est pas flashy, mais qui fait quand même correctement, voire bien, très bien son boulot quand on lui fait faire son travail et qu'on ne lui demande pas d'aller traverser toute la patinoire. J'ai vu un Sekatch que j'ai un peu retrouvé quand même. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu à l'œuvre. Il avait été absent pendant 3 semaines là, et il est revenu. Il a été bon. Bon, Raphaël est sorti sur blessure. Je garde un petit peu. Donc, j'ai vu des étrangers qui étaient des locomotives. Donc, il y a des leaders dans cette équipe. Après, ça reste du Lausanne où on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, quoi, parce que tout d'un coup, c'est bon, c'est très bon. On est bluffé. Et puis après, il ne se passe plus grand-chose. Le début de match était catastrophique. Ils se sont fait prendre à la gorge.
On sait en tant que roman, on va nous tout le temps commenter les romans à Davos, on sait, première minute, premier shift, on se fait prendre à la gorge comme si le loup nous guettait à la sortie du car et ils n'y étaient pas préparés visiblement à avoir cet état d'esprit en face, mais belle réaction, équipe qui a su jouer son jeu, qui n'a pas paniqué. J'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble la prestation que j'ai vue des Lausannois si je prends les 65 minutes en entier. Steph, moi, il y a également quelque chose qui m'a interpellé sur les premiers matchs de Lausanne. C'est que la semaine dernière, lundi dernier, moi, je n'étais pas sur Overtime parce que j'étais à la conférence de presse du LHC. Et j'ai parlé avec John Foust. Et il m'a dit que dans la préparation, on avait beaucoup travaillé le powerplay. Je te lance là-dessus. Aucun but marqué en powerplay en 2 matchs. Évidemment, c'est que 2 matchs. Si tu entraînes trop le powerplay, entraîner trop le powerplay, ça tue le powerplay pour moi. Parce que le powerplay, ça reste de l'étincelle, ça reste de la décision, ça reste du talent. Je veux dire, il y a un bout de l'histoire, tu peux faire 4 contre 5. Là, tu peux travailler, ça se travaille, puis il y a beaucoup de vidéos. Mais si les unités spéciales de nos jours, ça se travaille beaucoup la vidéo. Puis après, là, sur la glace, c'est des décisions. Puis si tu as les bons joueurs au bon moment, mets-moi 5 joueurs de talent sur la glace, tu n'as pas besoin de l'entraîner, ça va se passer. Les gars vont se parler entre eux. Il y a des petits set plays, des petits jeux, etc. Mais écoutez, les jeux en powerplay, il n'y en a pas 3000. Là. Regardez les powerplay, il n'y a rien qui ressemble plus à un powerplay qu'à un autre powerplay. Non mais Stéphane, moi j'ai vu ce match-là à Davos où j'ai trouvé que les chiffres ne sont pas bons, mais l'impression laissée, elle est mauvaise. On sent que l'équipe, elle est pas bien dans sa peau, elle n'est pas bien dans ses patins quand il y a un jeu de puissance. Et moi qui ne suis pas un technicien, ce que je constate, c'est qu'il n'y a qu'une équipe qui joue avec 2 défenseurs en pipi en National League sur 14, c'est Lausanne. Ça ne fonctionne pas. Donc je me demande quand même pourquoi on insiste autant avec ce système. Il y a probablement des gens qui le défendent parce que je sais que des fois ça grince un peu des dents parce qu'il y a des défenseurs qui voudraient jouer un peu plus de pipi. Mais voilà, le résultat il est là. Moi je mets ça sur la table. J'ai pas la réponse, hein, donc. C'est ça, non, mais Gennady est un gars qui peut jouer sur le powerplay. Gernat peut jouer sur le powerplay et Frick peut jouer sur le powerplay pour moi dans cette équipe-là. Moi, Glauser, j'adore Glauser. C'est un excellent joueur, défenseur, efficace, droitier, physique. Moi, ça a été une grosse surprise pour moi, Glauser, l'année passée. Il a fait une excellente saison. Il a la confiance des entraîneurs. Il joue 25 minutes par match actuellement. Mais moi, Glauser, j'y enlèverais le 3 minutes en powerplay. Parce que je pense que ce n'est pas un gars de powerplay. Il peut faire le job, mais ce n'est pas un talent sur le powerplay. Ce n'est pas un défenseur avec cette étincelle offensive. Il ne peut pas faire le job que Gunderson fait. Il y a des défenseurs qui, tu dis, eux, le powerplay, c'est leur truc. Mais moi, lui, je ne le mettrais pas sur le powerplay. Frick, un défenseur assez offensif pour moi, je ne le détesterais pas. Après, on peut discuter 3-2. Mais je reviens à Lausanne. Lausanne, tu peux entraîner tout ce que tu veux. Si tu n'as pas l'étincelle, si tu n'as pas le petit truc de talent. Fribourg a un bon powerplay année après année parce que tu as du talent. Tu as du talent, tu as Juju, tu as Motek, des fois force des shoots, mais il peut la mettre au fond. Tu as des Ernest à goal line, tu as du talent, tu as un petit truc qui ne s'explique pas. Tu as Gunderson qui tire quand il faut tirer, qui passe quand il faut passer, un peu comme Tom Ernest. Mais tu peux pas, c'est pas des trucs. Tu ne peux pas l'entraîner en disant quand il y a ça, tu fais ça, quand il y a ça, tu fais ça. C'est une décision que tu dois prendre dans l'action. Et moi, Kovac, sur le mur à droite, je ne suis pas convaincu. Je pense que ce n'est pas un gars qui prend des super bonnes décisions. Je l'ai vu allumer des étoiles, décalquer la tête de ses coéquipiers devant le but, donner des bombes, faire une passe devant le but, mettre une bombe d'un patin sur un coéquipier. Je trouve qu'il n'a pas cette finesse-là. C'est un joueur assez brut, Kovac. Il patine vite. Il déplace de l'air, il peut shooter, il va marquer sur le rush. Les gens vont l'aimer parce qu'il y a un petit côté spectacle. À 5 contre 4, tac. Moi, c'est Odette que je verrais là. Je pense que le gars qui a ça, ce petit flair offensif, c'est Odette. Ce petit truc qui peut prendre la bonne décision, monter le puck en haut, le mettre au milieu, le mettre en bas. Et je pense que c'est lui qui devrait être là. Riyad aussi, c'est un gars qu'on voit toujours sur le one-timer. Il allume les étoiles, la canne est au plafond et tout. Tout le monde a le temps de se déplacer, il défonce la bande puis le plexi derrière. Voilà, je l'aime, mais il a pas. Il est un peu comme Berchi sur le powerplay. Il n'a pas ce petit instinct pour
fake le shot, le mettre au milieu, comme Di Domenico faisait. Souvenez-nous le job de Di Domenico sur le PP, sur son one-timer. Il était deceiving. À chaque fois, il feintait, il remettait en haut, il attirait un gars à lui, il le remettait sur son back-end. Et ça, c'est du talent. Et je trouve que du côté de Lausanne, on n'a pas trouvé encore, ou on n'a peut-être pas le talent, on est peut-être un peu trop brut. Fuchs devrait avoir un rôle important sur ce power play-là. Je ne l'ai pas vu. Fuchs a fait un paquet de points sur le power play à Bienne quand il jouait avec qui? Yannick Radgeb à la pointe en haut. Défenseur purement offensif. Radgeb travaillait à la ligne bleue. Fait quel shot, l'a donné à Fuchs. Fuchs rentrait, tac. Et je trouve qu'à Lausanne, depuis 2 ans, on n'a pas ce petit truc de plus, ce petit talent de plus où on n'a pas mis les pièces du puzzle en place pour avoir cet éclair de génie qui relève essentiellement de l'inexplicable, du talent. Il y a tout bout de l'histoire que ce n'est pas le coach. Il n'y a pas l'oreillette dans la passe, mais en haut, ça serait super d'avoir une oreillette des fois. Dire, hey, mais ça ne marche pas comme ça. C'est comme l'instinct du marqueur, t'as ou t'as pas. Et du côté de Lausanne, ben, il y a beaucoup de candidats pour le power play, mais des très, très bons candidats, il n'y en a pas tant que ça. On va, je ne sais pas si je suis dur dans mon explication, là, mais je le perçois comme ça. On va un peu dans le chat, messieurs. Il y a Patrice qui nous demande est-ce que Boson est blessé, n'a pas été aligné ce week-end. Oui, il est blessé. C'était prévu qu'il manque le début de la saison. Stéphane, tu as parlé de Daniel Audette. Ludovic nous dit c'est un joueur très intéressant à mon sens. Il a des mains, il a un joli coup de patin. Le powerplay du LHC va s'améliorer. Évidemment, là, on a parlé du négatif en parlant du powerplay, mais il n'y a pas que du négatif dans ce week-end de Lausanne. Bien au contraire. Olivier nous parle du Piqué, lui qui est à 100%. Même chose pour Lionel. Au moins, il y a le box-play qui fonctionne. C'est vrai que cette facette du jeu est très importante également et que pour l'instant, c'est réussi. Je ne sais pas, Régis, si tu as eu le temps de te faire une tête sur Michael Raffel. Je ne sais pas, Steph, si tu as porté un œil attentif là-dessus, mais Ludovic nous demande ce qu'on en a pensé de Michael Raffel après ces 2 matchs. Bah, très honnêtement, je l'ai vu que sur un demi-match et je vais garder la réserve. J'ai pas vraiment une idée encore sur ce que vaut Raffel. J'ai l'impression qu'il y a un bon potentiel, mais c'est pas non plus. Pas le gars flamboyant. Là. Voilà, c'est pas Sidney Crosby non plus, hein. Non, c'est pas un joueur flamboyant. Il joue à NHL. Il joue, comme on dit, il joue la game de la bonne façon. Lui, il ne va pas sacrifier son équipe au profit de ses points, etc. Il va jouer la game by the book. Il n'a plus rien à prouver. Il va jouer comme on l'entend. Il va faire les choses justes, jouer nord-sud, très simplement. Attendez-vous pas à ce qu'il fasse 50-60 points. À mon avis, ça va être un gars peut-être qui va t'en faire une trentaine. Je dis ça pour l'instant. Il n'y a rien. Nothing stands out. Il n'y a rien qui sort. Si tu dis c'est quoi la qualité dominante de Raffles, je ne vois pas. Il fait tout assez bien. Il n'a pas de point faible, c'est ça sa qualité principale. C'est ça, il fait tout assez bien. Il peut t'apporter du physique, il est responsable défensivement, il peut te compléter un power play, mais il ne peut pas le diriger. Il ne va pas te marquer 35 buts, mais il peut t'en faire peut-être 12-15. Et puis voilà, tu le mets avec n'importe qui, il va s'adapter. Donc, on est allé chercher un joueur d'utilité avec une grande expérience. Et selon mes infos, on allait chercher aussi pour le vestiaire. On avait besoin d'un leader dans le vestiaire, un gars qui a une grosse expérience, qui de temps en temps met le pied par terre et dit hey, les boys, c'est pas comme ça que ça va là. Et on avait besoin peut-être de ce leadership positif dans le vestiaire du côté de Lausanne. En tout cas, c'est ce que mes oreilles ont entendu de l'acquisition de Raffles. On est allé chercher pour l'ensemble de l'œuvre. Si on peut dire comme ça. Alors qu'Odette, on est allé chercher, par exemple, pour son côté très offensif. Hein? Voilà, Salomaki pour son énergie. Donc, voilà, c'était les raisons pour lesquelles. Mais là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit de ces joueurs-là, ben, on comprend, ça correspond à ce qu'on a été chercher. Maintenant, est-ce que ça s'imbrique comme il faut pour que le Lausanne ait du succès? Ça reste à voir. Mais moi, je pense que Odette est sous-exploité pour l'instant. Je vois Odette à 5 contre 5 attendre constamment la rondelle. Très peu de temps de possession. Regardez, comparé à un Di Domenico qui avait beaucoup, beaucoup de temps de possession à Fribourg, on le cherchait sur la glace, on lui donnait le puck, on lui disait allez, mon ami, fais le jeu, patiente, va dans les espaces libres. Il y avait tout, Di Domenico, c'est un joueur qui a toujours l'air d'avoir 1 seconde ou 2 de plus que les autres avec la rondelle parce qu'il gère son temps et espace. Et je trouve qu'Odette, pour l'instant, je l'ai vu aussi dans les matchs amicaux, il se promène sur la glace, puis il y a des chiffres, il ne touche pas au puck. Il ne reçoit pas de rondelle.
Donc, lui, c'est un gars qui va être bon avec la rondelle. Il faut lui donner le puck. C'est comme Jason Fuchs. C'est un gars qui est bon avec la rondelle. Il faut que tu lui donnes la rondelle. Et ces gars-là, pour l'instant, sont sous-exploités, à mon avis. Ils n'ont pas assez de temps de possession. Après un premier week-end, il y a Sébastien qui dit que, selon lui, Salomaki a été sous-estimé par tout le monde. C'est vrai qu'il a fait une... Gardez-vous une gêne avec Salomaki. Moi, continue. Je veux dire quelque Non, mais chose par rapport à ça. j'allais juste dire qu'évidemment, en ayant marqué, il a fait une bonne impression aux fans de Lausanne. À voir ce qu'on en aura réellement de ce Salomaki. Steph, je te laisse finir. Ouais, moi, Salomaki, les gens vont l'aimer parce que c'est le genre de joueur, il va vite, il mouline, puis c'est comme Brendan Gallagher. C'est le genre de joueur où tu dis, ah, lui, il travaille. Parce qu'il brasse la tête, parce qu'il patine, puis il bouge les pieds vite, vite, vite et tout. Là, les gens, puis t'as coup une boîte, il met une mise en échec, puis il bloque un tir. Les gens aiment ça parce que lui, il mouille. Mais après, il faut que tu regardes l'ensemble de l'œuvre. Il y a des gars qui glissent, qui ont l'air plus paresseux, mais qui sont plus efficaces. Moi, je ne suis pas sûr que Salomaki est d'une grande, grande, grande efficacité. Je pense que c'est un joueur d'utilité plutôt défensif. Mais moi, je l'ai vu dans le match de vendredi prendre de très mauvaises décisions au forechecking. Je connais un peu le style de Lausanne, puis je me dis, oh, là, il n'a pas compris là, que je l'ai vu prendre sans la rondelle, des décisions, tourner à gauche au lieu d'aller à droite, s'attirer dans le fond, être en retard sur son back-checking. Je ne sais pas qu'il n'est pas bon. C'est juste que les gens vont l'aimer parce que ce qu'on voit, c'est lui, il casque de travers de temps en temps, comme Brendan Gallagher. Mais comme Martin Saint-Louis a dit à Montréal, à un moment donné, c'est pas ça le hockey. Là. Oui, de temps en temps, il faut cravacher, mais là, tu ne peux pas être dans la broue dans le toupette, la première pendant 40 secondes, puis dire lui, à travers. Ça prend un petit peu d'efficacité. Voilà, donc, son énergie va faire qu'on va l'aimer. Puis là, il a marqué un but. Grand bravo. Mais je ne suis pas sûr que sur l'ensemble de la saison, ça va être le gars qui va être le plus efficace pour son équipe dans plusieurs phases de jeu. Moi, j'ai regardé ses décisions, il y a des trucs qui m'ont un peu dérangé dans son jeu. Pour finir avec Salomaki, Sébastien me reprend, pas seulement pour son but, mais plus pour son travail, exactement dans le même sens que tu allais, Stéphane. Ton ordi, Stéphane, commence un peu à bugger. Là. On va rapidement mettre fin. Pas tout de suite, mais j'y vais avec quelques petits commentaires en finissant. Sébastien nous dit, je comprends pas, Foust qui continue à changer ses lignes. On a vu en préparation Ugly, Jäger et Raffel, ça fonctionnait. Il a déjà réussi à changer ce trio. Même chose pour Ludovic. J'espère que John Foust ne va pas trop brasser ses lignes. Un mal récurrent les dernières saisons. Et pour finir sur Lausanne, il y a Olivier qui nous demande, Régis, comment as-tu trouvé Ivar Poulenov, son premier match avec Lausanne? Alors, très honnêtement, les deux premiers buts, on va dire qu'ils n'étaient pas forcément inarrêtables. Enfin, les deux buts de Davos du premier tiers. Donc, il est un peu à l'image de son équipe. Je pense qu'il était un peu, comme toute son équipe, encore un peu dans le quart. Et m'a fait un peu de souci quand même sur ce début, sachant ce qui s'était passé avec Stéphane le match précédent. Je ne vais pas y revenir très très longtemps. Voilà, c'était pas... Voilà. Et après... On peut conclure en disant que les gardiens de Lausanne ont été assez bons, mais pas excellent ce week-end. Après, voilà, il termine avec un pourcentage de quasi 92. Ensuite, il a vraiment fait son match. Il a été bon, il a été présent. Mais je pense que c'est encore un poil insuffisant si on compare avec ce que d'autres gardiens ont présenté sur le week-end. Voilà. Alors, justement, c'est ce que je disais aussi, que les gardiens de Lausanne sont bons, mais est-ce qu'ils vont voler des points ou est-ce qu'ils vont permettre à leur équipe d'aller chercher un 9 ou 12 points de plus à la fin de l'année, faire la différence entre une 4e place et une 8e? Je ne suis pas sûr. Tobias Stéphane se fait trouver une fois. Oui, Forster est de proche, il se fait trouver vendredi. Il n'est pas faible, mais il aurait pu l'arrêter. La dernière sortie, peut-être que c'est. Voilà, mais il part par un goal. Hein? Donc, voilà, peut-être qu'il y a un point de plus ou 2 points de plus dans l'escarcelle, ça change la donne. Et puis là, tu me dis que Poulenov, ça a été correct, c'est arrêtable, il n'a pas arrêté, etc. Mais ça fait combien de points de plus sur le week-end si tu es un gardien, tu es un Terminator dans le goal? C'est là où est la différence. Peut-être Lausanne a 4 points au lieu de 2 ce week-end si tout à coup ces gardiens sont là. Parce que mais encore une fois, ces genres de trucs, on ne peut pas leur dire qu'ils ont été faibles, on ne peut pas leur reprocher grand-chose, mais s'ils en avaient arrêté un de plus, ça aurait fait une grosse différence. C'est juste? On peut le dire. D'accord? Voilà.
Voilà. Steph, pour finir, il y a des internautes qui ont des plans de carrière pour toi. Pierre qui nous dit pourquoi Stéphane n'est-il pas coach? Il a la science du hockey. Donc, on voudrait, de son côté, il veut te faire revenir comme coach. Et Vladi répond, Steph doit revenir, mais comme arbitre. Donc, voilà. Si tu te cherches un plan de carrière, nos internautes t'en ont déjà trouvé si tu veux changer. Mais on va te garder à MySports le plus longtemps possible. Pour finir avec Lausanne-Régis, on va te retrouver évidemment demain puisqu'ils affrontent Cloton, le néo-promu. On va te retrouver au commentaire. Intéressant. Voilà pour notre tour d'horizon des différentes équipes. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et surtout à vous donner un rendez-vous pour demain. Le studio, dès 19h25, on va retrouver Stéphane. Le studio, c'est le match entre Zug et Genève. Régis sera du côté de Cloton. Moi, on va me retrouver jeudi pour un Overtime NHL un peu spécial avec un invité de marque. Je ne vous en dis pas plus. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en avoir plus de détails. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et gardez en tête qu'il n'y a que 2 matchs de disputer à la saison. Exactement. Tout ce qu'on a dit là peut être complètement faux la semaine prochaine. Voilà, bonne journée. Bye bye. Ciao. Mais-